Bienvenue sur le podcast d'Equipio, le média qui explore le futur du droit. Nous sommes deux juristes passionnés par les nouvelles technologies et nous découvrons ensemble toutes les innovations qui bousculent notre monde juridique. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur iTunes, YouTube et SoundCloud en cherchant Equipio. On vous souhaite une très bonne écoute. Salut Olivier. Salut Philippe. Comment ça va ? Très bien et toi ? Bah écoute, très bien, ravi de te retrouver pour le 3e épisode du podcast d'Equipio. Oui, et puis bonsoir à tous et bonsoir à toutes ceux qui nous écoutent quand même. Bonsoir. Ne soyons pas grossiers. Tu as raison, et aujourd'hui, d'autant qu'on a un sujet qui est brûlant sur toutes les lèvres, C'est chaud. On va parler de blockchain. La blockchain, alors qu'est-ce que c'est la blockchain ? Franchement, On ne sait pas trop. pour être totalement transparent avec tous ceux qui nous écoutent, en fait c'est le deuxième soir qu'on se retrouve pour enregistrer cette émission et on était parti du principe, ouais c'est cool, on entend vachement parler, c'est facile à dérouler, et en fait non, on a repassé toute la première soirée en fait à recreuser le sujet, à s'interroger, à dire mais en fait ce truc là je comprends pas, et en fait c'est le sujet qui est un peu dans l'air du temps et dont tout le monde parle, et c'est un sujet complexe. C'est un sujet plus que complexe et c'est horrible parce qu'on voit de plus en plus de choses passer là-dessus dans les médias. Et plus on en voit, plus on se sent bête parce que techniquement, on ne sait pas trop comment ça marche. Perso, j'ai même eu des formations avec des mecs qui sont montés sur scène avec des petits cadenas pour expliquer non mais la blockchain c'est cet ensemble de petits cadenas. Il faut revenir à la base. Plein d'articles, ouais c'est ça. Et en fait, en vrai, je trouve ça toujours aussi difficile à appréhender. Alors toi, tu me dis ça, et parfois tu me parles aussi de ça comme tu parlais de la big data. Tu as une expression pour dire souvent. Ah oui, le big data, j'avais trouvé cette expression que je trouve assez pertinente pour la blockchain. J'avais lu un professeur de psychologie, Dan Ariely, qui disait que le big data, c'est comme le sexe chez les adolescents. Tout le monde en parle, personne ne sait vraiment comment le faire, tout le monde pense que tout le monde le fait, et donc tout le monde prétend le faire. La blockchain, c'est exactement pareil. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu veux lancer une bonne boîte, ou lever un petit peu d'argent, tu dis je fais de l'intelligence artificielle ou de la blockchain, et là il y a du monde qui arrive. C'est clair, alors qu'en fait tu as des scripts automatisés derrière sans aucune valeur ajoutée, c'est l'imposture. Bon, on va reprendre sur la base les définitions, parce qu'on est des juristes et on aime bien définir un petit peu les choses. On va s'en référer à des sites qui sont quand même depuis quelques années qui en parlent, notamment blockchainfrance.fr .net. Merci. Très bonne référence. Et ce qu'ils expliquent, c'est que la blockchain, c'est une technologie de stockage, de transmission d'informations transparentes, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle. Est-ce que tu as compris ? J'ai compris ce que tu viens de me dire. Ensuite, je pense que l'objectif, en tout cas, de notre approche, c'est pas nécessairement d'être exhaustif, d'être hyper technique, mais au moins de vulgariser un concept qui est assez complexe. Et dans la définition que tu nous as donnée, pour moi, il y a plusieurs points. Il y a cette notion de technologie de stockage et de transmission d'informations. C'est la première chose. Du coup, je ne sais pas si tu as lu beaucoup d'articles dessus, mais l'exemple qui revient le plus souvent, c'est celui du livre comptable public. Du cahier, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, alors, il y a le livre comptable où, prenons un objet encore plus simple, qui est accessible à tout le monde, c'est vraiment un cahier que tout le monde peut consulter, dont les pages ne sont pas modifiables et qui est accessible gratuitement. Donc ça, on sent que c'est une définition qui revient un petit peu à la base et qui a été notamment mise en avant par un mathématicien, Jean-Paul Delahaye, qu'on ne manque pas Big de up. citer. Big up, Jean-Paul. Jean-Bat. Il se reconnaîtra, bien sûr. S'il est sur Twitter, on le mettra dans les références également. Et du coup, si on reprend l'exemple du livre ou du cahier, en fait, tout ce qui est écrit, ce serait les entrées et les sorties d'actifs, donc que ce soit de l'argent ou alors des MP3 ou des titres de propriété. À chaque fois qu'il y aurait un mouvement, on l'indiquerait dans le cahier. Alors, quand on parle de MP3, de titre de propriété ou de monnaie ou d'argent, en gros, on parle de valeur. Et quand tu parles d'opération, on va souvent aussi définir ces opérations par des transactions. Et sur ces pages-là du cahier, on va inscrire toutes ces transactions concernant toutes ces valeurs. Alors, la blockchain, en fait, c'est une technologie, je pense que c'est un terme qui est important de mettre en avant, et c'est une technologie qui est basée tout simplement sur un logiciel qui est installé sur le poste de travail ou sur le serveur de n'importe qui, et qui permet d'envoyer et de recevoir des blocs de données. Et en fait, chaque bloc est enregistré dans la blockchain et contient et valide des transactions.
Mmh. En grosso modo, en fait, il y a des mises à jour toutes les 10 minutes de nouveaux blocs qui contiennent des transactions et qui sont rajoutés à la blockchain, donc littéralement la chaîne de blocs. Et si je comprends bien, chaque bloc interagit avec, un autre bloc? Ouais, tout à fait. En fait, c'est comme ça qu'on assure la sécurité de la blockchain. C'est que la blockchain, chaque bloc contient des informations sur l'ordre de sa création, la référence au bloc précédent et Ouais, la liste de toutes les transactions qu'il y a OK. lieu dans la blockchain concernée. Donc en gros, ce que ça dit, c'est qu'une transaction, elle est pas uniquement sur un bloc complètement isolé, elle va se retrouver partout et que si tu modifies un bloc, tu modifies le reste de la chaîne. Alors tout à fait. Alors, elle se retrouvera peut-être pas partout. En tout cas, elle se retrouvera dans le bloc de la personne qui fait la transaction Ouais. et de la personne qui a fait juste avant lui une transaction et qui héberge également un bloc. Mmh. Et ce qui permet de protéger en fait l'ensemble de la chaîne, puisque les informations échangées sont envoyées par bloc, chaque bloc contenant une partie du bloc précédent. Le seul moyen de falsifier la chaîne, ça reste de modifier tous les blocs. Mmh. Je Et pense dans que ce sens-là, souvent, on voit que c'est, un procédé, techno qui est très sécurisé et en tout cas, tel que tu le décris, on sent qu'il y a en tout cas, quelque chose qui est compliqué, en tout cas d'un point de vue technologique de modifier. Alors ensuite, ça reste très théorique. Je pense qu'un jour viendra où quelqu'un trouvera le moyen de hacker Ouais. toute la chaîne. Mais en tout cas, à présent, c'est présenté comme une technologie de confiance, notamment par le fait que chaque bloc de cette chaîne soit réparti entre plusieurs utilisateurs, d'une part. Et d'autre part, évidemment, c'est une chaîne qui est cryptée. Toutes les données sont protégées par un algorithme. Et il Donc, faut que ce soit une technologie de confiance pour une raison, en tout cas très simple, c'est que à partir du moment où on dit que c'est une techno qui est, entre guillemets «décentralisée», donc distribuée pour tout le monde, la conséquence, c'est que ça va s'affranchir de, ces tiers de confiance, auxquels on avait recours, précédemment et auxquels on a toujours recours, traditionnellement. On parle des banques, on parle des notaires, qui vont, procéder aux actes authentiques, on parle de toutes les autorités, qui vont valider un certain nombre de choses. ouais, puis même de façon plus large, une technologie décentralisée, c'est une technologie par opposition à une technologie centralisée. Typiquement, dans le cas d'une banque, c'est le serveur dans lequel toutes tes informations, bancaires sont stockées Mmh. et du coup, à chaque fois que tu fais une transaction, ça se connecte au serveur pour voir si tu as suffisamment de fonds. Ça valide le principe de la transaction, ça envoie les fonds dans un autre, vers le commerçant. Là, on est dans une technologie décentralisée, qui circule via un réseau d'ordinateurs sur lesquels les logiciels en question sont installés. À Mmh. titre d'exemple, on peut citer Litecoin Core pour les échanges de transactions de monnaie Litecoin ou Mist pour la monnaie Ethereum. Donc ça, ce sont toutes les 2, ce sont des cryptomonnaies, hein? Tout à fait. OK, Tout à fait. La crypto-monnaie, je pense que c'est l'exemple le plus simple à ouais. appréhender en matière de blockchain. C'est des monnaies numériques qui sont, Donc les monnaies numériques, ça a apparu, en 2008, il me ou semble. il me semble. Ça s'assoit sur la technologie de la blockchain. C'est la première illustration, en tout cas celle qu'on cite le plus communément, d'application de la blockchain. Toi, tu connais un C'est le petit peu ce que Bitcoin en tu fait. as, oui, voilà, c'est C'est le le Bitcoin. Bitcoin et on en a entendu parler dans les dernières semaines parce qu'il avait il est franchi le cap symbolique des 5 000 $. Donc un Bitcoin valant 5 000 $. Il faut savoir qu'au démarrage, ça valait 0,05 Ouais, donc en termes de dollars. volatilité, de fluctuation, ça dépasse un peu tout ce qu'on connaît, j'ai l'impression, Ouais, ouais, il y a des... au regard des marchés financiers, plus traditionnels. Exactement. Et juste pour revenir sur la définition dont tu parlais, dans un des critères que tu avais cité, tu avais parlé de transmission d'informations de façon transparente. Mmh. Cette transparence, elle est hyper importante puisque justement, ça fait partie des éléments qui permettent d'assurer une certaine confiance dans la technologie. C'est lié au fait que chaque bloc permet de communiquer la liste de toutes les transactions et donc tous les Mmh. utilisateurs de la blockchain peuvent y avoir accès et retracer toutes les transactions qui ont été réalisées. D'accord. Donc une fois que si les utilisateurs y ont accès, si c'est invalidé de la part d'un utilisateur, est-ce que la chaîne se casse ou, est-ce que ça garantit, la viabilité de la chaîne, le fait que tout le monde y ait accès? Hein, je pense pas que je pense que le fait que ça invalide la transaction fait que la transaction n'est pas enregistrée dans la chaîne Ah et du oui, coup la chaîne reste protégée. Je pense pas qu'il y ait d'accord. un bug comme ça. Ça me fait un petit peu penser au, tu sais, on parlait de téléchargement,
comme on pouvait le faire dans le bon vieux temps, non pas sur les torrents, mais sur d'autres fichiers avec des logiciels Je comme ne vois Emule. absolument pas de quoi tu veux parler, non, je Donc ne j'ai connais l'impression pas. que tu connais bien quand même. Absolument pas. Alors c'est plus les trentenaires qui vont se reconnaître, je sais pas, sur ces logiciels-là. Si toi aussi tu as téléchargé sur Casa, c'est pour toi. Ah oui, voilà, Casa, j'avais complètement oublié. Donc alors, je me rappelle bien sur Lamule, mais je pense que sur Casa, c'était la même chose. Imaginons, on a un fichier, en principe, souvent, c'était de la musique, un film ou un album qu'on a vraiment envie d'avoir. On le télécharge et on va pas l'avoir tout de suite, en fait. Et on a une barre verte qui va apparaître seulement progressivement, par petits bouts. Et j'ai l'impression qu'on pourrait comparer aujourd'hui ces petits bouts par des blocs de la blockchain. Ouais, parce qu'en Et en fait, tes petits bouts, ça venait du fait que c'était un logiciel de peer-to-peer et que du hmm, coup, pour se connecter, toi, quand tu téléchargeais, tu te connectais à plein d'ordinateurs en même temps et du coup, ça dépendait de la bande passante de chacun. Tu récupérais un bout du fichier, mais tu commençais pas par le début. Tu avais peut-être les 2 tiers, ensuite tu avais les 3 quarts, ensuite tu ouais. revenais au premier tiers, etc. Et c'est comme ça que tu consolidais tout ton fichier et qu'à la fin, tu avais un MP3 sur ton ordinateur. Et pour avoir un MP3 correct, en tout cas celui auquel tu t'attends, il faut que chaque petite partie, par exemple d'un morceau de musique, soit valable. Par exemple, imaginons télécharge un titre de Nirvana, bah, si 2 secondes de Britney Spears qui se glisse dedans, c'est pas possible ça. C'est la merde. C'est la merde. Donc là, la chaîne est rompue. La chaîne est rompue. Est-ce que, parce que là, on a une définition un petit peu générique de Mmh. la blockchain. Concrètement, est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Bah, concrètement, alors il y a pas mal d'infographies sur internet qui traînent. On essaiera de vous en sélectionner, 1 ou 2 qui nous semblent assez parlantes et aussi assez simples et accessibles. Qu'on mettra soit sur Facebook, soit dans les commentaires de ce Ouais, podcast. ouais, ouais. Mais, nous on en avait trouvé une qui était pas mal, mais reprenons simplement l'histoire d'une transaction, entre 2 personnes. Donc une transaction, une personne souhaite vendre quelque chose, une personne A souhaite vendre quelque chose à une personne B. Dans ce cas-là, cette transaction est intégrée dans le réseau, un réseau, un peu peer-to-peer tel que tu l'écrivais tout à l'heure, et les nœuds de ce réseau autour vont devoir valider cette transaction, pas les uns après les autres, mais en tout cas chacun. Et il faut qu'on ait, au moins la majorité de validation pour que ça puisse continuer, c'est ça? Ouais, il y a la majorité. Alors, je pense que de façon plus concrète, parce que c'est un peu ce qui manque à ce sujet, euh, pour parler, déjà, pour faire une transaction, c'est pas compliqué, il te faut de l'argent. Donc, il Mmh. faut que toi, sur une plateforme d'échange, tu as des plateformes en ligne où tu peux acheter de la monnaie, partons sur la crypto-monnaie, parce que Ouais, c'est l'exemple vraiment le plus simple. Avec ta carte bleue ou avec un virement depuis ton compte en banque, tu achètes un actif numérique. Et du coup, pour acheter par exemple un Bitcoin, tu vas sur une plateforme en ligne qui te génère une clé privée. Une clé mmh, privée, c'est donc une suite de nombres. Ça génère cette clé soit sous forme de fichier, soit sous forme d'une suite de chiffres, soit sous forme de QR code, pardon. Et quand tu as envie de le dépenser pour acheter quelque chose, c'est là que tu utilises la blockchain. Donc, par d'accord. exemple, pour reprendre ton exemple de A et B qui effectuent une transaction Ouais, ensemble, en utilisant soit un logiciel ou une plateforme, A va saisir sa clé privée, ou alors, si on est dans le monde réel, il va avoir son QR code qui va être scanné et qui correspond au débit du Bitcoin mmh. par le commerçant qui va scanner le QR code. D'accord. Alors Et le QR code, souvent c'est le petit carré ouais, avec, exactement, avec des petits... voilà, plein de petits carrés noirs à l'intérieur qui a priori est un peu unique et on le scanne avec notre appareil photo de téléphone et Exactement, la caméra. Et du coup, la demande de transaction est envoyée au réseau d'ordinateurs. Donc, tous les ouais, ordinateurs dont tu parlais au tout début qui ont installé le logiciel qui va bien, et pour être validé et enregistré. Et une fois que la transaction est enregistrée, elle est combinée avec d'autres transactions pour créer un bloc. Et le nouveau bloc est d'accord. enregistré dans la blockchain existante. Donc là, dans cet exemple-là, on voit bien que les transactions sont interdépendantes Totalement. et coexistent à travers plusieurs blocs de la chaîne. Tout à fait. OK, j'y vois un petit peu plus clair. On va essayer quand même de revenir à des choses peut-être aussi encore plus terre à terre que le cahier. Ouais. Tu avais trouvé un super exemple, J'ai trouvé un exemple qui était fait par un collectif de mmh, designers et des fois je trouve que c'est bien d'avoir une approche
autre, enfin, je trouve que c'est un exemple qui permet d'avoir une vision très concrète de ce que peut être la blockchain. Donc, c'est un collectif qui s'appelle BAM, qui est un groupe de Ouais. designers et qui a publié un article qui permet de vulgariser la blockchain à travers un exemple très simple, un exemple quotidien, un exemple Mmh. que tout le monde utilise, la vaisselle. Donc, imaginons une famille de 4 personnes, enfin de 6 personnes, donc les parents et 4 enfants. Les enfants, Famille qui n'a pas de lave-vaisselle une a famille priori. qui n'a pas de lave-vaisselle, voilà, et Triste. qui donc est obligée de faire la vaisselle tous les jours. Pour trouver un système au fait que les enfants ne veulent pas faire la vaisselle, le père crée un long tube transparent indestructible qu'il fixe dans le sol. En, OK. en haut du tube, il fixe un couvercle avec 4 serrures et il donne une clé à chacun de ses enfants. Donc une clé qui ouvre une serrure. OK. Et il leur donne aussi un palette de couleurs différents. Et il leur explique, vous devez faire la vaisselle chacun votre tour. Chaque fois que vous réalisez un tour, vous devez mettre un palais dans le tube. Mmh. Et les autres enfants doivent valider le fait que vous avez bien fait la vaisselle en ouvrant ensemble le couvercle pour permettre de faire tomber le palais, sachant que l'ouverture est possible avec une majorité simple d'enfants. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être tous les 4, il suffit Il qu'il y en faut ait 2 deux. personnes. Ils ouvrent le couvercle OK. et bim, celui qui a Ouais. fait la vaisselle met le palais. Donc cet exemple illustre bien le principe d'un système de confiance où le palais est placé en présence de celui qui fait la vaisselle. Dans la vraie vie, c'est celui qui veut faire la transaction. De transparence, puisqu'il suffit de regarder à travers le tube pour voir tous les palais Ah oui. qui sont déjà Ouais. tombés. De sécurité, puisqu'on a mis en place des clés et il faut qu'il y ait La les personnes majorité exactement de ouvre sa clé pour pouvoir permettre de faire tomber le palais, donc de valider la transaction, Mmh. et de validation des transactions par les autres participants de la vaisselle, donc dans la vraie vie, les participants de la blockchain. Très bien. Bah, c'est un super exemple, je trouve. Bah moi, je trouve ça très bien, donc on postera pour le coup l'infographie, l'article et la vidéo parce que je trouve que c'est vraiment. Et on remercie le collectif pour avoir fait ça, parce que Ouais. alors au début, quand la première fois que tu me l'as expliqué, je trouvais ça assez, ça restait quand même assez abstrait, mais en rediscutant et en essayant de aussi, il faut faire un petit peu l'effort de de voir le tube, de voir les palets, de voir parce que ça a rien à voir avec la vaisselle. Non. Mais on voit quand même l'enjeu, parce qu'à un moment, la vaisselle, ça nous a tous fait chier de le faire. Ce sont les MacGyver de la vaisselle. Exactement. Et donc là, il y a des témoins et il en faut au moins 2 qui doivent valider le truc. Donc c'est vrai que c'est un super exemple, je trouve. Moi aussi. Mais du coup, comme on est un peu un podcast à la fois sur les nouvelles tech, mais aussi sur les problématiques juridiques, Bah oui, à la base. il faut aussi qu'on se pose la question, mais comment ça peut être utilisé, soit dans notre boulot au quotidien, soit dans les problématiques juridiques auxquelles on va être confronté. Ça reste un mécanisme techno qui, comme beaucoup de mécanismes techno, aura des incidences où on a déjà, d'un point de vue juridique. Moi, un des premiers que je vois, et si je me remémore aussi mes premières années de droit et de juriste d'entreprise, c'est le droit boursier. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'introduction en bourse au sens vraiment au sens traditionnel, mais on parle également de plus en plus de ICO, donc de Initial Coin Offering, qui est l'équivalent de mise sur le marché pour des monnaies virtuelles. Et c'est devenu un mécanisme assez simple pour beaucoup aussi de jeunes entreprises de lever de l'argent facilement. Attends, quand tu parles de ICO, c'est une société qui se crée, qui a besoin de faire un appel de fonds, Exactement, et oui. du coup, Et du coup, qui va créer. Alors, il y a pas mal de startups qui créent leur propre monnaie Mhm. et qui vont demander de l'argent via ce mode de fonctionnement-là. Donc ils créent leur propre blockchain. Exactement, Ok. exactement. Je crois que Elixir, qui est une boîte qui fait des bots juridiques, a utilisé ce mécanisme-là il y a pas longtemps. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et pour le droit boursier, ça nécessite quand même d'être réglementé également. Je crois que les régulateurs locaux se penchent beaucoup dessus, que ce soit l'AMF en France ou la SEC aux États-Unis, sont en train de regarder ça, puisqu'on peut lever autant d'argent via des ICO que via des introductions en bourse un peu plus classiques. Donc déjà, je pense que c'est un impact qui est déjà assez important. Ok. Moi, je me suis posé la question, j'ai vu qu'il y avait des startups, j'ai pas trop creusé le sujet, mais qui permettaient, en s'appuyant sur la blockchain, d'assurer une signature électronique de contrat. Mhm. Du coup, je me suis dit que comme outil au quotidien à mettre en place dans une direction juridique, ça pouvait être intéressant. Ensuite, en vrai, j'ai vraiment encore du mal à voir déjà si ça rentre dans les conditions de la loi, parce qu'il me semble qu'il faut qu'il y ait un tiers qui certifie la transaction. Bah, tout comme, oui, bah, de toute façon, pour la signature électronique, en tout cas, telle qu'elle existe aujourd'hui, il faut un tiers certificateur pour avoir un niveau de validation conforme au droit français.
Après, la blockchain peut intervenir sur peut-être l'exécution du contrat. Voilà, alors l'exécution du contrat, mais juste pour rester sur la signature électronique, en l'occurrence, il n'y a pas un tiers, parce que comme on l'a expliqué, comme c'est démultiplié dans tout un réseau, il n'y a pas un seul tiers, il y a une Ah oui, validation par tout un tas de personnes. d'accord, Donc je il n'y a pas une comprends. seule personne. Ouais, Donc petit point d'interrogation à voir si ouais, l'apparition ouais. de cette nouvelle technologie va un peu faire bouger les lignes du droit. Mais effectivement, comme tu y faisais référence, il y a l'application de la blockchain dans un autre domaine, ce qui est les smart contracts. Alors, on a essayé de vraiment rester au niveau macro du sujet blockchain et de ne pas vous embrouiller avec des termes comme les tokens, les smart contracts, qu'on entend un peu à longueur ou le minage, dont on entend parler énormément, de rester vraiment sur des notions Un peu plus un- high level faciles et à accessible, comprendre, hein. ouais, pour tout le monde. Ouais. Et puis, mais les smart contracts, globalement, c'est une application de la blockchain qui, en grosso modo, un smart contract, c'est un contrat auto-exécutant. C'est-à-dire que on Hmm. définit entre les parties des conditions d'exécution et ensuite on les retranscrit sous forme d'un code informatique pour former un smart contract. Lorsque ces conditions elles se réunissent dans la vraie vie, Hmm. le contrat s'exécute automatiquement sur la blockchain. C'est Du coup, parfait. toutes les conditions et les limitations qui ont été programmées s'appliquent de façon concrète. Et du coup, il y a eu un exemple très récent qui a fait parler de lui, c'est AXA. AXA qui a Ah oui. lancé un produit d'assurance qui s'appelle Fitzy contre les retards de vol. Et du coup, la souscription de ton contrat d'assurance t'enregistre dans le smart contract l'heure d'arrivée prévue, le mode de remboursement et le montant de l'indemnité que tu perçois si jamais il y a un Hmm. retard. Hmm. Et le smart contract étant connecté à une base de données sur le trafic aérien mondial, s'il y a un retard supérieur à 2 heures, ça déclenche automatiquement une indemnisation sans jamais qu'il y ait besoin de déclarer un sinistre ou de faire une quelconque demande. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de. Alors, depuis un an ou deux, il y a quand même beaucoup de grosses boîtes, les sociétés d'assurance, aussi les Big Four, les cabinets d'audit et les banques qui se penchent sur la blockchain et qui étudient ardemment cette technologie. AXA en fait évidemment partie. Je trouve que sur la partie smart contract, c'est intéressant d'un point de vue où, pour les contrats relativement simples, Ouais. où on Ouais, arrive ouais. à déterminer au moment de la signature quels sont les 100 cas possibles d'effets que pourrait avoir ce contrat-là en termes d'exécution et de prévoir comment ça va réagir. Ça a une vision quand même assez déterministe du contrat. Moi, je me demande toujours si on est sur des contrats beaucoup plus complexes, comment on fait pour Ben, peut-être souscrire qu'en un fait, avenant, tu vois. ouais, ou peut-être juste cibler certaines obligations très particulières. Par exemple, si tu prends un projet avec différentes étapes et chaque étape déclenche l'émission d'une facture par Hmm. le prestataire, on peut considérer que la validation de l'étape ait lieu dans un système informatisé et qu'une fois que cette étape ait été validée, automatiquement, ça entraîne l'émission de la facture. Enfin, Ouais, et tout je, se je- lance automatiquement, en Exactement. En fait. fait, c'est une automatisation. C'est des contrats auto-exécutants. Ouais, enfin, en l'occurrence, dans l'exemple que j'avais pris, il y avait, enfin, il y avait pas besoin d'une action. Là, l'exemple dont je Ouais. viens de te parler dans la gestion de projet, il faut qu'il y ait une action humaine, mais peut-être c'est parce qu'on manque un peu d'imagination et qu'à terme, il y aurait pas ce sujet-là. Alors l'imagination, il y en a beaucoup qui en ont. Il y a beaucoup de boîtes qui se créent autour de ça, notamment en contrefaçon, en propriété intellectuelle, puisque un des points intéressants que pourrait permettre la blockchain, c'est de justement pouvoir suivre et garantir l'authenticité d'un certain nombre d'objets, de choses, notamment dans le domaine du luxe, où c'est extrêmement important. Ouais, tout à fait, parce que le domaine du luxe est assez confronté à un problème qui est la contrefaçon. Et la blockchain permet enfin, de connaître l'origine d'un produit et en tout cas de suivre son parcours de transmission quand il est remis d'une personne à une autre. Hmm. Du coup, si on est capable de retracer l'origine, on est capable de définir si un produit est original ou si c'est une copie, s'il n'est pas renseigné dans la technologie blockchain. Et notamment, il y a une startup qui s'est créée qui s'appelle BlockVerify, qui a permis l'utilisation d'un tag unique par produit
en stockant les données dans la blockchain, ça permet de vérifier les informations sur ce produit, son origine, son lieu de stockage, son authenticité, son certificat de propriété, son historique de transactions, etc., etc. Du coup, il y a pas mal d'entreprises comme ça qui se basent sur cette notion de chaîne et de transmission et de rapport de confiance pour pouvoir assurer la transmission d'un produit entre plusieurs parties. Mais je pense qu'indépendamment des problématiques de lutte anti-contrefaçon, il y a un exemple assez simple qui est le MP3. À l'heure actuelle, quand on a des MP3 sur un ordinateur, on peut se les envoyer sans déposséder. Moi, je t'envoie un MP3 par mail, il reste sur mon ordinateur. Là, avec la blockchain, si on fait une transaction, il faut que A donne à B et du coup A se sépare. Et du coup, si on passe par la blockchain, A se dépossédera physiquement de son fichier immatériel. Donc ça fait un peu penser au DRM pour la musique. En quelque sorte, sauf que les DRM, c'était en fait un système qui permettait de protéger un fichier incorporel et qui du coup pouvait autoriser dans certaines limites la copie. Par exemple, tu avais des DRM qui permettaient si c'était autorisé dans un certain cadre. Exactement, sur certains types de matériel, dans un certain nombre de fois. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples on parle souvent d'exemples en compliance, en tout ce qui est éthique et conformité. Une des problématiques principales aujourd'hui pour les compliance officers, c'est de pouvoir garantir un certain niveau d'intégrité des partenaires, mais aussi des clients. Et en gros, de vérifier les données et l'identité de ces personnes-là. Alors ça, c'est en lien avec toutes les réglementations anti-blanchiment, anti-corruption que l'on connaît. Mais l'intérêt de la blockchain, c'est qu'une personne, aujourd'hui, ou une société peut avoir un certain nombre de dénominations qui vont changer dans le temps. Une société peut être achetée, peut être absorbée, fusionnée, peut être scindée. Et dans ce cas-là, ça devient peut-être un peu compliqué après un certain nombre de mouvements capitalistiques de les suivre. Et la blockchain, ça permet de suivre une entité du début à la fin, et en ayant une garantie qu'elle n'est pas soumise à des sanctions dans d'autres pays. Elle a eu un comportement conforme un petit peu partout, et dans ce cas-là, ça garantit une certaine intégrité. Donc ça peut être un point qui peut être très intéressant pour les entreprises. Maintenant, après, encore une fois, il faut voir comment ça s'applique concrètement. Ok. Et j'avais lu, ah oui, ça me fait penser à un dernier point, c'est que j'avais lu également que la blockchain pouvait permettre, par exemple, à une banque, lorsqu'on dépose des fonds à partir d'un certain montant, ou qu'on vient peut-être des pays qui sont entre guillemets à risque, les banques doivent procéder à des vérifications assez simples sur l'origine des fonds, sur l'identité des personnes. Et aujourd'hui, la blockchain pourrait permettre de partager, lorsqu'une personne a déjà été screenée par une banque, de partager le résultat de ce screening. Ce qui fait que cette opération n'est pas à faire par une autre banque. Et dans ce cas-là, tu as un réseau un petit peu de blocs où tout est partagé et garanti. Donc une accessibilité de l'information pour tous. C'est ça. Intéressant. Alors, écoute, du coup, si on devait résumer tout ce qu'on s'est dit, on espère déjà que vous y voyez plus clair. En tout cas, nous, le fait de s'y plonger, de forcer à échanger entre nous, juste à en discuter, ça nous a un peu aidé à remettre les idées à plat. On imagine que c'est une question, c'est un sujet qui remue pas mal de directions juridiques, au moins pour les quelques années à venir, et que c'est un sujet quand même assez plutôt passionnant. Moi, je trouve que la difficulté de ce sujet, c'est que à la fois la technologie comme l'utilisation reste assez abstraite, et du coup, c'est extrêmement difficile de s'imaginer ce qu'on peut en faire. Moi, ça me fait un peu penser à ce qu'a pu être Internet quand, en 95, tu avais des gens qui allaient dire c'était une révolution. Et je pense qu'il y avait énormément de monde en train de se dire bullshit, quoi, Internet, aucun avenir. On savait pas, en fait. On savait pas que ça allait tout changer. Bah, toi qui étais là. J'étais encore trop jeune. Non, mais c'est vrai que la blockchain, encore une fois, ça résume bien aussi cet épisode. C'est qu'on en parle tous. On ne sait pas encore tous les secteurs qui vont changer, mais on a une sorte aussi de conviction. C'est que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant, complexe, et qui change vraiment les choses. Voilà, s'il y a un débouché et que ça se généralise et que ça se démocratise, ça peut vraiment faciliter les transactions et remettre une certaine confiance dans les opérations entre les individus, et du coup automatiser beaucoup plus certaines transactions et fluidifier tout ça. Absolument.
Donc, nous, on suit ce sujet avec attention, évidemment, sur Equipio. Sujet à suivre, puisqu'il y a une consultation publique sur une ordonnance qui porte justement sur la blockchain et les titres financiers. Donc, on vous mettra également le lien pour ceux qui ne sont pas encore informés. Et on vous invite évidemment à suivre cette consultation-là et son résultat dans les jours et mois à venir. Voilà, merci Philippe. Merci Olivier. En tout cas, on voulait aussi vous remercier parce que vous avez été très nombreux à nous envoyer des petits mots de félicitations, de remerciements ou tout simplement partager nos liens. Absolument. Ça nous aide vraiment beaucoup, ça nous donne de la visibilité, ça nous permet un petit peu de faire porter notre voix au-delà de notre simple newsletter. Un peu plus haut, toujours plus haut. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. C'est pas un réseau ça. Ah, Twitter. Merde. Et en tout cas, à mettre des commentaires positifs sur, pour le coup, SoundCloud, YouTube et iTunes. Oui. Ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. À la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. On se revoit dans une semaine. En attendant, rendez-vous sur equipio.com dans la partie podcast pour accéder à toutes les références que nous citons. Nous accueillerons vos commentaires avec bienveillance pour que le prochain épisode soit encore meilleur. Enfin, pour ne rien rater, abonnez-vous sur iTunes, YouTube et SoundCloud en cherchant Equipio. À bientôt!